la conversation de groupe, votre nom, l'organisation pour laquelle vous travaillez et puis votre adresse email si vous n'avez pas reçu d'email de notre part pour l'instant. Comme ça, on vous ajoute à la mailing list. Donc, je me présente. Je m'appelle Luana. Je travaille ici avec Jessica à Nairobi. Nous soutenons au nom du GBV AOR, donc c'est la zone de responsabilité de la VBG au niveau mondial. Donc, c'est le sous-cluster VBG au niveau mondial. Et nous sommes basés ici à Nairobi et nous soutenons l'Afrique de l'Est et du Sud, les mécanismes de coordination d'Afrique de l'Est et du Sud. Nous avons aussi en ligne Naomi, qui est notre collègue qui s'occupe de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Excusez-moi. Et qui est aussi là pour le... Excusez-moi. Je n'ai pas le coronavirus, j'ai juste quelque chose dans la gorge. Donc, nous avons aussi Naomi qui est là et qui s'occupe de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour le GBV AOR. Donc, nous allons faire la présentation et prendre toutes les questions à la fin. Je vous laisse noter dans le chat vos questions. Et ma collègue Stéphanie va monitorer le chat et nous aider à la fin pour prendre des questions. Donc, aujourd'hui, c'est le premier webinaire d'une série de 6. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'impact du coronavirus sur les femmes et les filles et que pouvons-nous mettre en place par rapport au risque VBG. Avant de regarder les actions clés, nous allons regarder à l'évidence que nous avons par rapport à l'impact des femmes et des filles du coronavirus, en quoi cet impact est différent et il est plus fort sur les femmes et les filles. Donc, nous avons la chance d'avoir des collègues qui ont rédigé un article pour le Lancet. Et puis, nous avons aussi des collègues de CARE qui ont fait une recherche sur l'impact du coronavirus sur les femmes et les filles. Donc, ça, c'est vraiment la première partie de notre présentation. La première partie de notre présentation va se focaliser sur l'évidence et ensuite, nous allons regarder les meilleurs les conseils et les actions que vous pouvez mettre en place. Juste ici, la série de webinaires, juste pour confirmer que donc, nous allons faire ça tous les jeudis à partir d'aujourd'hui pour en tout cas 6 fois. L'anglais est à 11h30 heure de Nairobi et le français est à 1h30 heure de Nairobi. Aujourd'hui et la semaine prochaine, nous allons nous focaliser sur l'impact du coronavirus sur les femmes et les filles. Mais ensuite, nous allons aussi regarder tout ce qui est préparation VBG par rapport aux désastres naturels, à la sécheresse. Nous allons avoir différents intervenants qui vont venir nous donner leur expertise sur ces sujets. Nous allons aussi regarder la gestion des cas VBG au niveau de la supervision. Et là aussi, je sais que mes collègues à Genève sont en train de travailler sur comment continuer la gestion des cas dans un contexte de coronavirus, etc. Sachez juste que tous les webinaires sont enregistrés et que nous allons partager toutes les présentations et tous les différents manuels, guides, etc. Nous allons vous donner tous les liens pour ces ressources. Si vous avez des questions ou des commentaires, l'idéal, c'est de contacter le ou la REGA de votre région. Donc, REGA, pour nous, c'est Regional GBV Advisor. Donc, c'est en fait le conseiller régional VBG. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, nous avons Noémie. Ici, nous avons Jessica. Vous trouvez toutes leurs adresses e-mail sur notre site internet gbvaor.net. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'agenda pour le webinaire d'aujourd'hui, nous allons commencer par regarder l'impact du coronavirus sur les femmes et les filles, et puis l'évidence que nous avons au niveau des recherches sur l'impact que justement a le coronavirus sur les femmes et les filles.
nous avons tout d'abord une présentation. Nous avons tout d'abord une présentation du Lancet qui a fait une revue systématique de l'évidence par rapport à d'autres épidémies. Et ensuite, nous avons la présentation de la dernière étude de Pierre. En deuxième partie, nous allons regarder la liste des actions clés suggérées. Nous avons un manuel, un guide qui vient d'être terminé d'être rédigé par mes collègues du GBV EOR à Genève et par mes collègues d'Asie, ici, Afrique de l'Ouest. C'est un travail d'équipe où on a mis en place un guide de toutes les actions clés suggérées par rapport au coronavirus et à la VBG. Et la dernière partie, ce sera une page avec les différentes ressources clés, les guides, les manuels et les liens pour les ressources supplémentaires. Pour l'instant, j'aime beaucoup la je vais donc passer la parole à ma collègue Stéphanie qui va vous présenter la recherche du Lancet, donc de l'impact du coronavirus sur les femmes et les filles. Merci Luana. Stéphanie, à toi. Super, merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Stéphanie. Je fais partie de l'équipe de coordination VBG Global, c'est-à-dire la zone de responsabilité VBG. Aujourd'hui, je ferai de mon mieux de présenter certaines des conclusions de l'article sur l'impact sexo-spécifique de l'épidémie de Covid qui est sorti dans le Lancet que Luana vient de mentionner. Dans le webinaire en anglais, en effet, on avait les deux auteurs, Claire Benham et Sophie Harman, qui ont présenté leur-même les principales conclusions et recommandations. Pourtant, elles sont également avec nous pendant le webinaire maintenant, mais malheureusement, elles ne parlent pas le français. Du coup, je vais essayer de résumer les points clés pour encadrer un peu notre discussion sur la base de leur recherche. Si vous avez d'autres questions, nous allons les traduire à Claire et Sophie et on peut y revenir à la fin de notre séance. Les deux auteurs ont mené des recherches universitaires approfondies sur les précédentes épidémies. Alors, ils ont regardé les Ebola et le Zika, surtout, pour pouvoir mieux comprendre l'épidémie actuelle et surtout comment le coronavirus impacte les femmes pendant les différentes stades de la réponse. Une des recommandations principales, c'est que c'est essentiel de reconnaître que les épidémies affectent les femmes et les hommes différemment. Et il faut comprendre du coup les effets primaires et secondaires de l'épidémie afin de pouvoir créer des politiques et aussi des interventions qui sont efficaces et surtout équitables. Ça regarde la phase de préparation pendant les mesures de confinement, auto-isolation, quarantaine, à la réponse et aussi au post-impact. Du coup, elles ont mis ensemble 7 recommandations et nous allons brièvement passer en revue ces principales conclusions. Luana, oui, merci pour la prochaine. Tout d'abord, il faut rappeler qu'il y a un manque de données ventilées par sexe. Selon les OMS, les États ne partagent pas trop de données ventilées par sexe. Alors pour ça, c'est difficile de savoir en effet qu'est-ce qui se passe, quels sont les impacts spécifiques avant que les données ventilées sont disponibles. Alors ça, c'est un grand gap, un grand problème pour la recherche, mais aussi pour l'analyse. Ce qu'on peut déjà dire que sur la base des expériences avec des épidémies précédentes, c'est que le premier point, les femmes sont confrontées à des effets secondaires sur la santé. Par exemple, on a vu l'augmentation de la mortalité maternelle. Il peut être une augmentation des grossesses chez les adolescents et un manque d'accès aux services de santé reproductive. Par exemple, on a vu pendant l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest que les ressources pour la santé reproductive et sexuelle ont été détournées vers la réponse d'urgence. Et cela, en effet, a contribué à une augmentation de la mortalité maternelle. Le deuxième point que vous voyez sur le slide, sur le fiche, c'est que la grande majorité des travailleurs de la santé sont des femmes. Elles sont du coup au contact direct des malades et courent donc le plus grand risque d'être infectées. En plus, pour une grande partie, ces travails sont ou non payés
où elles sont sous-payées pendant les crises sanitaires. Et ça aussi contribue à la vulnérabilité économique des femmes. Si on voit les numéros, les taux global, le taux global c'est de 70%, mais dans les épicentres de la crise, les données de la Chine dans la province du Hubei, ça montre que même plus de 90% des travailleurs de la santé, c'était les femmes. Bon, le troisième point, c'est sur le fardeau des soins aussi. Les femmes sont également confrontées à des vulnérabilités et à des charges en plus qui sont liées à leur rôle au-dedans de la famille, d'être les principales soignantes. Vu qu'on voit partout la fermeture des écoles comme une des mesures prises de nombreux pays pour lutter contre la propagation du Covid, ça aussi a des effets spécifiques sur les femmes. On voit souvent que ce sont les femmes qui fournissent la plus grande partie des soins infirmiers dans la famille. Et la conséquence, c'est que ça limite leur travail, revenus et en général leurs opportunités économiques. Et si on regarde la situation des travailleuses domestiques, c'est encore plus compliqué et précaire. Vu qu'ils sont à l'étranger et à cause des restrictions de voyage, elles se trouvent dans des situations d'extrême vulnérabilité. Le prochain point, Luana, si tu veux, merci, c'est qu'il y a aussi des risques élevés de violence contre les femmes. Et ça, c'est aussi lié à l'épidémie. Les femmes et les filles sont déjà vulnérables à la violence domestique dans les contextes humanitaires, comme nous savons tous. Mais du coup, dans cette situation, la peur, la tension, le stress lié à l'épidémie actuelle font qu'intensifier les risques qu'ils fassent. Particulièrement dans les zones qui sont mises en quarantaine, où les familles entières sont censées de rester à la maison, les femmes se retrouvent d'autant plus exposées aux violences domestiques, mais au même moment, ils ont aussi moins d'accès aux services de soutien. Je crois, diapositive suivante, non, c'est là. Du coup, la présence, l'inclusion et le financement. Ce que dans ce moment, c'est encourageant, c'est que la situation actuelle est différente de toutes les épidémies précédentes. Tant qu'on parle sur les réseaux sociaux, c'est dans le média, les gens parlent des différents impacts de l'épidémie sur les femmes. Mais ça, cette conscience doit encore être intégrée dans la réponse stratégique, dans le plaidoyer, dans le financement. Si on regarde la recherche, ça montre que les femmes tiennent moins de pouvoir que les hommes dans la prise de décision autour d'une épidémie. À cause de cela, leurs besoins sont largement pas pris en compte dans la réponse, dans toutes les précautions, dans toutes les mesures. Vu que, en plus, vu que c'est surtout les femmes en première ligne de la réponse à Covid, elles sont en interaction directe avec les communautés, ce qui en effet est davantage pour intégrer ces connaissances pour pouvoir améliorer la préparation et aussi la réponse aux épidémies. Si tu vais... Ah oui, le 6e, super. Alors, un bref point sur l'impact économique et l'inégalité entre les sexes. Dans la réponse à la crise, il faut considérer aussi l'impact économique de l'épidémie sur les femmes et aussi il faut réfléchir comment l'épidémie aura un impact à long terme sur l'autonomisation économique et les moyens de subsistance des femmes. Bon, je suis allée un peu vite, j'espère que ça allait, mais enfin, comme dernier point, il faut aussi examiner, réfléchir comment nous pouvons utiliser la technologie pour protéger les femmes pendant qu'elles sont isolées ou pendant qu'elles se trouvent en quarantaine. Ça se lie aussi à le point qu'on avait fait sur la violence domestique, conjugale que les femmes fassent dans les situations d'être confinées dans la maison. Et alors, on peut regarder comment la communication et la technologie peut aider à rajouter ces femmes et aider à protéger les femmes même dans cette situation.
Pour cela, on a des questions utiles à se poser qui sont quelles formes de communication peuvent mieux atteindre les hommes et les femmes et peut-être aussi quels outils technologiques de base sont accessibles à tous. Et ça, c'est particulièrement important pour les femmes qui se trouvent, comme j'avais mentionné, en situation de violence conjugale. Bien, avec ça, je vais repasser la parole à Luana et je ne suis pas sûre si on a quelqu'un de l'équipe de CARE avec nous qui va présenter. Merci Stéphanie. Juste pour clarifier que Stéphanie fait partie de notre équipe GBV et OR à Genève, mais que pour des questions de langue, c'est elle qui a présenté qui a fait la présentation du Lancet. Nous avons quelqu'un avec nous aujourd'hui pour les questions à la fin, qui n'est pas francophone, mais qui sera là pour l'expertise. Donc, un grand merci à Stéphanie pour avoir réussi à rendre justice à cette pièce de recherche. Alors, est-ce que nous avons quelqu'un de CARE pour faire la présentation de CARE? Easy? Delphine? Allô? Est-ce que nous avons quelqu'un de CARE? Easy ou Delphine? J'essaye de voir dans les participants. Ok, je vais commencer à vous faire un rendu de leur recherche. Easy ou Delphine, si vous m'entendez, prenez la parole. Donc, CARE a fait une étude sur les implications sexospécifiques de la pandémie du coronavirus, notamment dans les contextes de développement et humanitaire. Alors, évidemment, on sait que dans un contexte de développement ou humanitaire, les femmes et les filles sont déjà plus vulnérables et ont moins d'accès aux services et ont leurs droits humains qui sont plus négligés. Et on sait que les dangers de la pandémie du coronavirus vont amplifier en fait dans les contextes qui sont déjà difficiles pour les femmes et les filles. Donc effectivement, au niveau du rôle et des responsabilités qui sont liées à leur genre, on sait qu'à la maison et sur le marché du travail, les femmes et les filles sont en charge des soins. Et donc, bien évidemment, ça va les exposer à de plus grands risques pour leur santé. On pense notamment pour le continent africain d'aller chercher à manger, d'aller chercher de l'eau et de s'occuper des gens de la communauté. Ce sont des choses qui sont spécifiquement faites par les femmes et les filles. Et donc, ça les expose plus au coronavirus. On sait bien sûr aussi que les normes sociales vont avoir un impact sur l'accès des femmes aux soins de santé. En effet, la plupart du temps, ce sont les dernières à recevoir les soins médicaux par ordre de priorité dans la famille. Et puis, on sait aussi que c'est encore plus important pour les femmes âgées, celles qui souffrent de maladies chroniques ou qui ont un système immunitaire affaibli. Au niveau des emplois informels et à bas salaire, donc toute cette économie en fait informelle, la plupart des emplois, je ne sais même pas si on peut dire des emplois, la plupart de ces petits boulots au jour le jour sont faits par des femmes. Et donc évidemment, ce sera très impacté par les perturbations dues au coronavirus. Donc, avec le risque de perdre potentiellement le salaire de la seule personne, du breadwinner de la famille, qui peut bien sûr avoir des impacts économiques à long terme et qui va impacter spécialement les femmes. Et puis, dernier point, on sait aussi que si les gens ont moins accès à de la subsistance, ont moins accès à la nourriture, ont moins de moyens économiques pour survivre, l'insécurité alimentaire va augmenter. Et on sait aussi que les femmes et les filles, dans pas mal de contextes, sont les dernières à manger. Et donc, en général, c'est aussi elles qui mangent le moins.
Donc voilà, ça va aussi baisser leur immunité et ça va aussi augmenter la chance qu'elles attrapent le virus. Donc, au niveau des résultats clés, donc la crise, comme je disais tout à l'heure, va aggraver la VBG qui existe déjà. Donc, ça va augmenter en fait les inégalités qui sont liées à l'âge, au sexe, mais qui sont aussi liées au handicap et qui va donc exposer les femmes et les filles, mais aussi les personnes LGBTQ+, à un risque accru de VBG. Et on pense notamment à la violence conjugale et à la violence domestique. On sait par exemple que l'impact de l'auto-isolement et de la quarantaine en Asie, comme on parlait tout à l'heure Stéphanie, on a vu une explosion des cas de violence domestique, de violence conjugale due aux mesures de quarantaine. Et on sait aussi que l'accès et la disponibilité à des services d'eau sûrs vont être un grand problème, étant donné qu'on sait tous qu'une des choses principales et primordiales à faire est de garder les mains le plus propres possible. On sait que l'accès à de l'eau sûre, c'est souvent les femmes qui vont chercher l'eau. Et donc, bien évidemment, ça va les exposer plus à des risques VBG. On sait aussi qu'on va avoir moins de services, étant donné que les ressources vont être détournées pour faire face à la crise du coronavirus. Et donc, on sait que le soutien psychosocial va aussi, les services de soutien psychosociaux vont aussi baisser. On sait qu'on a déjà beaucoup de monde en besoin de soutien psychosocial dans les contextes humanitaires. Cela va encore augmenter avec l'arrivée du coronavirus, où ça a déjà augmenté. Et on sait que ces services-là vont être réduits, notamment à cause du fait qu'on ne peut pas aller en personne à ces services ou rencontrer les gens en personne. Et on sait aussi que les services de santé sexuelle et reproductive sont déjà limités dans beaucoup de contextes humanitaires et de développement. Et donc, il va y avoir des gros problèmes d'accès à ces services-là, notamment par rapport aux adolescentes. Enfin, la dernière slide de CARE, nous avons bien évidemment des risques spécifiques pour la protection des enfants. Le fait que les enfants n'aient plus à l'école, n'aient plus accès parfois au seul repas qu'ils avaient par jour à travers l'école, va mettre une autre charge pour la famille et pour les femmes, les mamans. On sait qu'il y a un risque pour l'éducation des filles qui restent à la maison. On sait qu'il y a une exposition accrue en fait à tout ce qui est transactions sexuelles et trafic d'enfants, mais aussi mariage forcé et mariage précoce. Et puis, on sait aussi que la séparation ou la perte de tuteur va exposer les enfants à des plus grands risques d'exploitation, d'abus de toutes sortes, mais aussi bien évidemment de traumatisme psychosocial. Comme on l'a vu dans la présentation du Lancet, les travailleuses migrantes sont spécialement à risque étant donné qu'elles ne peuvent plus voyager, qu'elles ont une instabilité économique qui va augmenter. Et puis, bien sûr, qu'elles sont dans une dynamique de pouvoir, elles sont en général dans des relations de pouvoir complètement inégales qui vont donc les exposer à des risques supplémentaires. Enfin, au niveau de tout ce qui est exploitation et abus sexuels, de la part des travailleurs humanitaires et travailleurs du développement. On sait que le coronavirus pourra potentiellement avoir des effets aggravants sur des populations qui sont déjà vulnérables, mais qui vont l'être encore plus à cause du coronavirus. Et donc ça, c'est vraiment un aspect sur lequel il est important de se pencher. Donc, CARE a élaboré des recommandations, notamment s'assurer que les agents de santé sont capables d'identifier correctement les cas de violence basée sur le genre, y compris les risques de violence domestique, de violence conjugale, et de savoir gérer les divulgations et de faire des référencements en toute sécurité. Comme sur la même ligne que le Lancet, l'importance de faire participer les femmes. Donc, on sait que la majorité des travailleurs de la santé sont des travailleuses, mais elles ont souvent peu de pouvoir de décision.
Et on sait aussi qu'il faut à tout prix intégrer les femmes dirigeantes locales à la prise de décision. Bien évidemment, il est important de poursuivre les projets de développement et d'assistance humanitaire, mais surtout, et dans la mesure du possible, tous les services qui touchent la violence basée sur le genre, le soutien psychosocial, les services de santé sexuelle et reproductive, et puis tout ce qui est WASH, donc eau et assainissement, et bien sûr de se préparer aux éventuelles poussées, donc aux éventuelles augmentations de cas de violence basée sur le genre et d'incidents d'exploitation sexuelle et d'abus. Et bien sûr, toutes les propositions de financement doivent contenir des analyses complètes sur le genre et intégrer la protection. Je m'excuse, je me rends compte que j'ai tous les symptômes du coronavirus, mais ça fait quelques mois, donc ne vous inquiétez pas, je continue. Je continue donc la présentation en espérant que je ne vais pas trop tousser. Donc là, nous arrivons sur la deuxième partie de notre webinaire, qui est en fait la présentation de ce que mes collègues, de ce que l'équipe du GBV EOR a mis en place au niveau des guides, en fait, de ce qui doit être mis en place, quelles actions clés pour diminuer les risques VBG dans cette réponse du coronavirus. Donc, là, on a séparé, donc que vous sachiez, ce guide des différentes actions. Ici, on vous a juste mis un aperçu. Bien sûr, on va vous envoyer les liens avec toute la ressource complète, avec les différentes actions, etc. Et bien sûr, sachez que ce sont un guide, un manuel, une ressource globale. Et donc, il faut bien évidemment garder en tête qu'il faut contextualiser, que ça dépend complètement des capacités, à quel niveau le pays en est au niveau de l'urgence du coronavirus. Et puis que c'est des choses qui vont continuer à être mises à jour de manière régulière. Et puis, enfin, que ces guides existent en français, en anglais et vont être traduits dans d'autres langues, notamment l'arabe, et on est en train de regarder pour d'autres langues. Donc, on a partagé les prochaines slides, vous allez voir, on a partagé en différents chapitres, en sous-chapitres. Donc, le premier sous-chapitre, c'est comment finalement transformer nos programmes pour qu'ils soient, et nos prestations de services, pour qu'ils s'adaptent aux nouvelles mesures du coronavirus. Donc, de mettre en place des programmes à distance, notamment. Une des premières choses, c'est réfléchir aux modalités d'assistance. On sait que c'est très difficile quand on fait du suivi de cas de survivants et de survivantes de VBG, mais dans la mesure du possible, réfléchir à ce qui est possible de faire en ligne, ce qui est possible de faire au téléphone, ce qui est possible de faire au niveau des campagnes de communication, que ce soit par la radio ou que ce soit sur Internet. On peut aussi réfléchir à créer des groupes de soutien, en fait, en ligne ou des chats aussi en ligne. Donc, effectivement, pour éviter tout contact avec les bénéficiaires. Un deuxième point très important, et je sais que la plupart des bureaux de notre région en tout cas, sont déjà en train de le faire, il faut à tout prix mettre à jour et revoir les voies de référencement VBG pour s'assurer que tous les changements d'heures ou de points d'accès ont été bien notés et s'assurer que les numéros de téléphone, par exemple, soient toujours à jour. Et donc, garder ça constamment à jour et s'assurer que c'est diffusé de manière importante et rapide. Le troisième point, c'est regarder au niveau des kits de dignité, dans quelle mesure c'est possible de les prépositionner déjà maintenant, si ce n'est pas déjà le cas, et de les distribuer en masse, parce qu'on sait qu'un des gros soucis, ça va être l'accès à ces différentes choses qu'il y a dans les kits de dignité pour les femmes et les filles et les adolescentes. Et puis, une des autres choses, c'est de s'assurer qu'on y inclut du matériel d'information sur le coronavirus. Par exemple, si vous avez des hotlines ou des lignes vertes, des lignes gratuites, s'assurer que le numéro est partagé.
Enfin, la production du matériel, donc notamment l'équipe de dignité, soit fait avec des articles locaux et disponibles pour ne pas être dépendant des chaînes de distribution internationales et faire participer dans la mesure du possible les femmes et les filles à la fabrication du matériel de prévention, notamment les masques, etc. Donc, nous avons une nouvelle directive du IASC par rapport aux installations et aux espaces de quarantaine. Il faut en effet qu'ils adhèrent à certaines directives et aux mesures d'atténuation des risques. On a aussi, vous allez voir dans la liste des ressources, IASC vient de publier quelque chose par rapport aux camps et aux endroits qui sont surpeuplés. Donc, il y a aussi des directives qui sont mises en place, qui ont été rédigées par rapport à ça. Et puis, un aspect important, c'est que les programmes d'assistance vont peut-être changer de modalité et passer à de l'assistance en espèces ou en bons, donc ce qu'on appelle cash and voucher assistance. Ça, c'est quelque chose qu'on peut déjà analyser et regarder au niveau des impacts pour les femmes et les filles, des impacts positifs et négatifs potentiels, et s'assurer que les risques VBG sont atténués en amont. Donc, une chose que l'on peut déjà faire, c'est engager le groupe de travail sur les transferts monétaires, si vous en avez un dans votre pays, pour regarder qu'une fois que les programmes cash sont mis en place, ils intègrent un maximum l'atténuation des risques VBG. Nous avons aussi toute une ressource que nous allons partager avec vous sur la santé mentale et le soutien psychosocial. Donc, des messages clés pour les parents, pour les enfants, pour les travailleurs de la santé. Donc, s'assurer que toutes ces ressources soient disponibles pour les intervenants. Et puis, bien sûr, que le personnel soit formé à utiliser ces ressources. Et bien évidemment, dans l'idéal, dans la mesure du possible, si vous n'êtes pas encore complètement dans l'urgence, essayez de réfléchir à des directives sur la sécurité des opérations et la gestion des espaces spécifiques pour les femmes et les enfants, mais aussi pour les abris pour les femmes et les autres espaces de confinement collectif qui vont être spécifiques au coronavirus. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment suivre les directives de l'OMS? Comment s'assurer que le staff a été briefé, qu'ils sont aussi soutenus, etc. Ensuite, nous avons réfléchi à tout ce qui était communication et engagement communautaire. Donc, de nouveau, on reparle des hotlines ou des lignes vertes. Je sais qu'elles n'existent pas dans tous les pays et je sais aussi qu'elles ne fonctionnent pas toujours très bien, mais c'est vrai que c'est quelque chose que nous avons rementionné ici par rapport aux violences domestiques, car on sait qu'il va y avoir une augmentation des violences domestiques. Bien évidemment, quelque chose dont on a beaucoup tous appris d'Ebola, c'est que la communication doit être adaptée aux femmes et aux enfants. Et ça concerne les langues, enfin, la langue ou les langues, le format, mais aussi les canaux auxquels les femmes et les enfants ont accès. Donc, l'important qu'elles comprennent les messages, mais surtout qu'elles fassent confiance aux messages. Et ça, c'est quelque chose, on sait à quel point c'est vite dit, mais c'est durement acquis de s'assurer que vous avez une confiance qui est là avec les communautés et que la communication va vraiment dans les deux sens et que les gens comprennent l'importance des messages qui sont transmis. Et bien évidemment, l'engagement communautaire autour du Covid doit inclure la prévention de tout ce qui est violence basée sur le genre, y compris la violence domestique et conjugale, y compris l'exploitation sexuelle et les abus. Et donc, bien s'assurer que les messages sur la VBG soient inclus avec les messages des autres secteurs, donc coordonnés avec les autres secteurs. Ensuite, dans les services de dépistage du Covid ou dans les centres de quarantaine, très important d'intégrer du personnel qui soit formé à la protection et à la VBG, mais aussi de positionner du matériel d'information qui est lié à la VBG. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, l'importance de garder des canaux de communication qui soient dans les deux sens.
et qu'il fonctionne bien. Donc, s'assurer que s'il y a des questions ou des préoccupations, on a un système de retour de plainte, donc que ça va vraiment dans les deux sens. SIDAC, on vous a mis le lien ici à beaucoup de ressources sur la communication, où vous pouvez sans autre aller pour trouver plus d'informations à ce sujet. Ensuite, dans tout ce qui est coordination avec les autres acteurs de la réponse et les évaluations conjointes, il s'agit de réfléchir à comment intégrer du staff protection ou VBG dans les équipes d'intervention sanitaire, mais aussi de s'assurer qu'il y a des questions liées au risque VBG dans les évaluations qui sont faites par rapport au Covid-19. Je sais aussi qu'à notre niveau, on recommence déjà à réfléchir comment engager les bailleurs de fonds par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc évidemment, vous tous sur le terrain, vous êtes des voix qui plaidaient en faveur des femmes et des filles dans la réponse. Donc que ce soit au niveau de vos collègues, au niveau des autres acteurs, au niveau des autres secteurs, vraiment pousser pour que les femmes et les filles soient prises en compte dans la réponse. Et puis, nous avons mis une ressource à la fin par rapport aux risques inhérents aux camps et aux lieux surpeuplés. Je sais que c'est une question qui est revenue régulièrement ces derniers jours. Comment s'assurer, comment travailler en fait dans ces lieux spécifiques. Alors, il est très important d'engager des groupes de femmes qui vivent dans ces endroits, de s'assurer qu'il y ait une liaison avec les organisations qui opèrent dans ces environnements pour s'assurer qu'ils intègrent la question VBG et que typiquement tout ce qui est mesures sanitaires touche et intègre aussi les femmes, par exemple. Enfin, mes collègues du Lancet parlaient aussi de l'intersection, donc identifier les groupes qui doivent être ciblés ou priorisés pour l'assistance. Donc, on pense par exemple aux femmes âgées ou aux travailleuses migrantes qui ont en fait une double vulnérabilité. La semaine prochaine, nous sommes en train de confirmer, mais normalement, nous aurons quelqu'un de Help Age qui va venir nous faire une présentation par rapport à la dynamique, à la dimension de l'âge et de la VBG. Voilà, là, c'est ma dernière slide. Très important, alors, nous, on le fait à travers ce webinaire parce qu'on est tous penchés chez nous et je sais que c'est le cas de plein de gens d'entre vous. Donc, renforcement des capacités et du bien-être du personnel, ça doit passer par des autres canaux. Donc, voilà, dans la mesure du possible, organiser des formations à distance pour le personnel, notamment sur les premiers secours psychologiques, mais aussi s'assurer que le personnel de santé qui est en première ligne connaissent les voies de référencement VBG, ils savent ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire écouter et mettre en lien, orienter. Évidemment, dans la mesure du possible, recruter et former davantage de personnel VBG qui sont déjà présents dans le pays ou dans la ville dans laquelle vous êtes. On pense encore de nouveau aux opérateurs des lignes vertes, des hotlines, de nouveau si vous avez quelque chose du genre qui existe chez vous. Et puis, bien sûr, il est très important de ne pas oublier notre propre staff, notre propre personnel qui, comme nous, fait face à devoir rester à la maison, s'occuper des enfants, gérer des familles, des membres de famille plus vulnérables, s'occuper des membres de leur communauté qui gèrent aussi beaucoup de stress et beaucoup de pression. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose auquel il faut qu'on s'assure que ça soit une de nos priorités, si ce n'est notre priorité. Donc voilà, ce que nous voulions vous présenter aujourd'hui. Encore une fois, c'est très global, ça a un énorme besoin de contextualisation. Nous avons sur le site de Community of Practice et sur le site du GBV-EOR le lien pour ce guide qui est beaucoup plus complet que ce qu'on vous a présenté là. Je sais aussi que mes collègues du Child Protection Alliance ont travaillé sur un guide. Et voilà, on est bien conscient que pas mal de ces actions ne pourront pas être mises en place partout pour des questions de capacité, pour des questions de confinement. Notre but ici, c'était de faire un aperçu et en fonction de vos questions et de vos intérêts, de revenir vers vous la semaine prochaine et de développer certains points plus en profondeur. Et bien sûr,
On compte sur vous aussi pour nous faire remonter du terrain des pratiques prometteuses, des leçons apprises et aussi quels sont vos besoins. Donc voilà, ça fait 40 minutes que… Alors voilà, je vous donne encore les ressources clés dont je vous ai parlé pendant toute cette présentation. La plupart sont en anglais, mais encore une fois, sur le site de Community of Practice de VBG et sur le site du GBVOR, vous avez des choses en français. Donc là, ce sont ce que nous estimons être les ressources principales, mais en ce moment, beaucoup de gens s'attellent à fournir plus de ressources à ce sujet. Avant que nous prenions de vos questions, sachez donc que le webinaire de la semaine prochaine, comme je vous disais, va porter sur vraiment approfondir l'aperçu que nous avons vu aujourd'hui, notamment par rapport à votre rôle en tant que spécialiste, coordinateur ou coordinatrice de VBG. Donc, quelles sont vraiment les actions clés que vous devez mettre en place au plus vite. Donc, nous allons vraiment approfondir aussi en fonction de vos intérêts et de vos besoins. Donc, sur la page actualités et événements du site du GBV-EOR, vous allez trouver plus d'informations sur les webinaires et des liens pour toutes ces ressources. Pardon. Vous pouvez sans autre rejoindre la communauté de pratique de VBG. Je sais que Sarah Martins est très active et va prendre tous vos emails pour s'assurer que vous soyez dans la mailing list. Et puis, sur la communauté de pratique VBG, vous avez un fichier Dropbox avec tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Et comme je disais tout à l'heure, vraiment important de revenir vers nous et de partager les pratiques prometteuses et les leçons apprises pour que nous puissions aussi adapter notre contenu pour les prochains webinaires. Je vais m'arrêter là et donner la parole à Stéphanie pour qu'elle nous partage certaines de vos questions. Je pense qu'on n'arrivera pas à prendre toutes les questions, mais je te laisse, Stéphanie, prendre quelques questions. Merci. Alors, tout d'abord, beaucoup de monde a demandé où elles peuvent trouver tous les documents duquel on a parlé, et je vais juste répéter aussi que on aura toute la présentation, tous les guides, le plan de contingences en français, les articles de l'ONCET et de CARE sur notre site web. J'ai mis dans le box de commentaires aussi le site, c'est gbvaor.net. Alors, vous trouvez tout cela, et aussi, comme Luana avait dit, il y a la communauté de practice, Community of Practice, et on aura aussi un lien de la Dropbox avec tous les documents dans une affiche sur le site web aussi. Alors, vous pouvez accéder à tout cela. Du coup, on avait deux questions. La première, c'était dans le contexte des mesures de confinement, que sont en train de prendre différents pays. Comment peut-on assurer la distribution des produits de santé de la reproduction jusqu'au dernier kilomètre pour atteindre notamment les femmes et les filles qui sont dans le besoin? Et c'est une très bonne question. Et effectivement, je sais qu'une FPA est en train de finaliser une guide spécifique sur COVID qui va aussi incorporer des activités clés pour la santé reproductive. Maintenant, je ne suis pas sûre si c'est une guide interne ou si ça va être partagé avec tous, mais tous les guides qu'on va trouver, on mettra sur le site web. Et avec ça, je remonte aussi à Luana, elle a d'autres commentaires sur cela. Merci Stéphanie. Effectivement, je pense qu'on est dans une situation complètement inédite. Et on discutait avec les collègues tout à l'heure, notamment Jessica, et on se disait que effectivement, il y a plein de questions où finalement, nous n'avons pas de réponse, et nous allons avoir les réponses au fur et à mesure. Peut-être une piste de réponse serait de voir avec vos collègues de logistique et des autres distributions. Est-ce que le programme alimentaire mondial, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Est-ce que vous avez quand même
des moyens d'emmener ces matériels en respectant toutes les mesures sanitaires mises en place par l'OMS. Je pense que ça va vraiment dépendre du contexte et ça va aussi vraiment dépendre du lien que vous avez avec la communauté et de la confiance que vous avez réussi à construire avec la communauté. Je crois que ce qui est assez clair, c'est qu'effectivement, il faut éviter tout contact. Après, il faut quand même que les gens aient accès au minimum vitaux. Et pour nous, d'avoir accès au kit de dignité, ça fait partie du minimum. Donc voilà, je pense que je n'ai pas complètement répondu à la question. Je pense qu'il faut voir avec les collègues sur place, voir avec les communautés ce qu'elles suggèrent et qu'est-ce qui est possible en fait au niveau purement logistique en respectant les mesures sanitaires. Quelqu'un peut-être peut mieux répondre. Hein, Oui, on ouvre aussi aux autres collègues des régions. Can I? Bonjour à tout le monde. Bonjour. Noémie. C'est juste pour dire que le groupe de travail sur la santé de la reproduction va sûrement travailler sur les questions des chaînes d'approvisionnement. On est en train de voir dans les pays qui ont les plus élevés taux d'épidémie, mais aussi dans les autres pays d'Europe qui sont en train d'arriver, qu'il y a beaucoup de ruptures de stocks, beaucoup de problèmes dans l'approvisionnement. Certaines entreprises ferment, certaines d'autres continuent à travailler, les transports changent. Les aéroports sont fermés, le trafic est réduit, etc. Donc, tout ça, c'est un travail pour les experts de logistique. Donc, c'est très important de pouvoir travailler avec tout ce qui est gestion des produits en santé de la reproduction, surtout qui ont aussi des réglementations spécifiques pharmaceutiques quand ils circulent dans le monde, pour s'assurer de ne pas avoir de retour des stocks. Donc, un travail de préparation aux urgences est très important dans ce sens avec les clusters santé et les autres. On doit les soutenir à niveau de VBG pour être sûr que nos produits ne vont pas à retour des stocks et que la disponibilité des masques, des gants, de tout ce qui est matériel de désinfection et de protection qui va être utilisé dans la réponse VBG soit disponible aux praticiens qui vont continuer à travailler. Et voilà, c'est juste ça que je voulais ajouter. Je voulais aussi ajouter la question de genre des malades, parce qu'on est en train de voir dans toutes les statistiques que paradoxalement, les femmes sont plus exposées, mais il y a un peu plus de malades hommes par rapport aux femmes, ce qui est probablement dû à plusieurs raisons, y compris par exemple les hommes fument plus, ou que les femmes sont biologiquement plus résistantes en général, et même à niveau de l'âge plus élevé. Et donc, tout ça, tous les études sur ça sont encore insuffisantes parce qu'ils sont trop peu de malades pour pouvoir avoir c'est de l'empirisme uniquement. Mais je pense que c'est important de tenir en considération parce que c'est une réflexion que les gens peuvent nous faire quand nous, on fait les plaidoyers sur les femmes. Bon, c'est ça que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Noémie. Du coup, on a une autre question qui est arrivée, qui est dans une situation pareille, il serait aussi donc difficile d'opérationnaliser même le cluster VBG en situation d'urgence et ceci aura des impacts sur la coordination et le suivi. Comment pratiquement pourrait-on faire? Et quelqu'un d'autre qui a aussi dit que comment convaincre parfois les décideurs qu'il faut continuer de travailler quand même. Et c'est un point très pertinent parce que la VBG, effectivement, c'est toujours la première des acteurs qui les dit que ce n'est pas life-saving, ce n'est pas la première priorité. Et du coup, je vais donner la parole aux autres, mais juste pour dire qu'en effet, on travaille aussi en priorité sur des messages clés pour le plaidoyer, des messages à donner sur l'importance de la perspective sur la VBG dans cette situation. Et oui, je passe à Luana et des autres collègues s'ils ont
quelque chose à ajouter. Merci beaucoup Stéphanie. Je pense qu'effectivement, il faut continuer et c'est pour ça que la première partie de notre guide regarde à comment on peut continuer à offrir des services VBG, mais qui soient plus en personne, donc qui soient avec la distance. Et je sais que ça implique du coup pas mal de mise en place de choses, de technologies qu'on n'a pas forcément... et je sais que beaucoup de pays n'ont pas forcément les capacités. Je sais aussi que tout ce qui est de groupe, donc que ce soit des discussions de groupe, que ce soit de la sensibilisation de groupe, toutes ces actions-là maintenant vont être à proscrire. Donc effectivement, réfléchir à votre niveau, qu'est-ce qui peut être mis en place à distance finalement. Donc est-ce que ça peut être... un groupe WhatsApp, est-ce que ça peut être la radio, est-ce que ça peut être des hotlines, est-ce que ça peut être du soutien psychosocial à distance à travers le téléphone. Voilà la question par rapport aux réunions. Nous maintenant on fait tout en visioconférence, donc effectivement on se réadapte et on rencontre plus les gens en face to face quoi. Donc effectivement on va devoir changer complètement notre manière d'appréhender les choses, mais il va falloir continuer à être là pour prévenir et répondre à la VBG et surtout convaincre que ce soit les bailleurs de fonds, mais aussi les autres acteurs de la santé, de l'assistance monétaire, tous les gens qui vont être inclus, que, comme tu disais Stéphanie, tout ce qui est VBG, c'est de l'ordre vital et on ne peut pas ignorer les questions VBG et le fait que nous allons avoir plus de cas VBG et nous allons avoir plus de violences domestiques. Donc voilà ce que je voulais rajouter. Super, merci beaucoup, Luana. Il y avait une autre question sur comment ajuster les programmes d'appui psychosocial collectif, c'est-à-dire en groupe. Là, une confiance est déjà construite au sein du groupe et il y a du coup le risque de ralentir le processus de rétablissement des survivantes. Comment convaincre les survivantes pour un soutien via le téléphone? Et je crois que Noémie, elle avait des bonnes idées comment utiliser la technologie, même si ça permet, bien sûr, s'il y a la technologie accessible, pour pouvoir faire un groupe collectif, même sur Skype. Peut-être Noémie veut en parler plus. Non, moi, j'étais en train d'écrire, mais je pense qu'en fait, nous sommes tous confrontés à une situation nouvelle qui va faire travailler notre capacité d'innover et de s'adapter. OK, à niveau de la coordination, c'est relativement simple parce que la coordination est faite par des chefs de projet, par des conseillères, par des techniciens qui ont généralement un accès à la technologie. Maintenant, le problème, c'est comment adapter les programmes là où la technologie est limitée, où on a des problèmes de connexion, où on n'a pas la possibilité même de les faire. Imaginons un village où les mamans se réunissent, on va souvent les téléphones peut prendre, parfois le téléphone ne prend pas. Et les femmes, je me souviens en RDC, les hotlines de PAM, il n'avait même pas 5% des appels des femmes parce que les femmes n'avaient pas le téléphone était un bien pour les hommes, c'était une question genre aussi qui était les patrons du téléphone dans les foyers. Donc tout ça, c'est des considérations à faire et il faut inventer. Donc les plus, nous pouvons utiliser la technologie pour limiter les contacts, surtout quand les confinements sont stricts ou dans des situations comme des camps de déplacés où quelques cas peuvent faire une panique totale et mettre des mesures très rigides pour les contacts interpersonnels. Là, il faut inventer. Et une des façons d'inventer, c'est par exemple de faire des groupes Skype pour les counseling, de former des opérateurs téléphoniques pour faire l'écoute par téléphone et pour donner un deuxième rendez-vous, donc de faire tous les plans avec la survivante par téléphone, quitte à faire aussi des projets où
les coûts sont tous à la charge de l'opérateur téléphonique, etc. Donc, c'est vraiment à nous d'essayer d'inventer quelque chose de nouveau pour pouvoir ne pas interrompre les services. Merci beaucoup, Noémie. Je crois que nous allons clôturer ici. Merci infiniment à vous tous d'avoir participé. Ce que je voulais aussi rajouter par rapport à ce que disait Noémie, je crois qu'il faut aussi faire confiance en la résilience. La résilience, c'est l'adaptabilité des populations, des femmes, des filles, mais aussi des travailleurs humanitaires. Il va falloir voter, il va falloir être innovant, il va falloir essayer des choses et ça va marcher ou moins bien marcher. Mais on vit des temps complètement nouveaux et donc on avance avec les outils qu'on a et les capacités qu'on a, et c'est aussi de croire à nos capacités et à notre résilience. Donc voilà, je vous remercie tous d'avoir participé. Je m'excuse encore pour ma toux et mon chat dans la gorge qui semble être parti. Je voulais remercier aussi tous mes collègues, tous nos collègues qui ont contribué à ce guide, à ces différentes ressources, à la présentation. Un immense merci à Kerr et à l'équipe du Lancet pour leurs 2 études qui tombent vraiment à point et qui ont été vraiment rédigées ces derniers jours. Enfin, je vous laisse mettre votre email dans le chat si vous voulez qu'on continue de vous envoyer les invitations pour ces webinaires. Restez informés sur le site du GBVOR et sur le site de la communauté de pratique. N'hésitez pas à aller voir dans le Dropbox de la communauté de pratique sur toutes les différentes ressources qui existent. Et puis, la semaine prochaine, le webinaire en français aura lieu à la même heure. Et donc, nous allons se pencher sur le rôle de coordinateur-coordinatrice VBG et aller plus en profondeur au niveau des actions clés. Voilà, un immense merci à Stéphanie aussi pour m'avoir soutenue et aidé au niveau de cette présentation de ce webinaire. Et un immense merci à Noémie pour ses inputs. Et une excellente après-midi à vous tous. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci à tous. Merci à vous aussi, c'était bien. Merci beaucoup. The last time I had this was at university when I had exams. Luana, on t'entend.